J'avais pas anticipé le fait que des gens puissent mentir. Ça, c'est une histoire de fou. Je rentre dans le vestiaire, j'ouvre mon sac, j'ai oublié mes vissés. C'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive d'oublier mes vissés. Comme par hasard, c'est aujourd'hui que je vais jouer. 6 mètres du gardien, il dit non, je peux pas continuer, donc je rentre. Ça me remet dedans. Je crois que c'était pas sorti dans la presse à l'époque. Ouais. On a 2 joueurs qui en viennent au moins. Salut Paul, comment tu vas? Ça va et toi, Pierre? Ouais, super, ça roule. Alors, je te remercie de venir dans le podcast Remontada FC et que tu sois le deuxième athlète à venir. Et pour ça, j'aimerais te poser une question que tu as laissée Maxime. Et lui, la question qu'il voulait te poser, je fais ça avec chaque invité. Donc, toi aussi, tu auras une future question à poser au prochain invité. Ok. En fait, il se demandait, comme tu n'as pas eu une carrière linéaire comme tous les athlètes et qu'il y a des moments où tu as pris du plaisir et d'autres moments où tu en as pris moins, finalement, comment est-ce que tu as géré les moments où tu prenais moins de plaisir? Euh, les moments où on prend moins de plaisir, moi je m'enfermais dans le travail, donc je me concentrais sur moi finalement et sur ma performance à l'entraînement, parce que souvent bah, les périodes où on prend moins de plaisir et c'est qu'on joue pas. Hmm. Et donc du coup il y a beaucoup d'entraînements, beaucoup de moments seuls parce qu'on n'est pas avec l'équipe le week-end, etc. Donc je réaxais tout sur les entraînements et le travail. Et ensuite, j'ai toujours eu la chance d'avoir un entourage sain Ouais, et qui était présent. Et donc, du coup, bah, je m'appuyais sur eux. Et du coup, bah, tu passes plus de temps avec ta famille, avec tes proches. Et tu te concentres sur autre chose que le foot où ça se passe un peu moins bien pour ouais, justement avoir ces bouffées d'oxygène dont on a besoin. ok. Et tu vois, dans la deuxième partie de sa question, il se demandait, le podcast s'appelle Remontada, tu aurais un moment à nous partager où tu es un peu au fond du trou et tu essayes de trouver des moyens autour de toi pour te relever et finalement que tu arrives à continuer ta carrière. Tu aurais un moment? Ouais, moi je pense que quand je suis au fond du trou, euh, bah c'est, je pense, ma première, la fois où je suis au chômage en fait. Parce que Ok. on le dit souvent, euh, on l'expérimente parfois pas, mais c'est vrai Hmm. que dans le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Et moi, je me suis retrouvé à jouer un match de Ligue 1. Et 6 mois après, je suis gardien numéro 3 en national. Ouais, Et 2 mois plus tard, je suis au chômage pendant 6 mois. Et donc ok. là, c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements, il y a énormément ouais, de doutes, de questions qui s'installent. Et j'ai la chance de retrouver le Red Star qui est en national, mais je repars quand même numéro 3 gardien numéro 3 en national. Ouais, Et finalement, j'étais au fond du trou et je retrouve en fait juste le terrain, les entraînements, ce qui me manquait, ce pourquoi j'avais envie de continuer. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis en fait de retourner au charbon parce que je reprenais le goût du football, je reprenais du plaisir. ouais, Et pareil, on le dit souvent, on l'expérimente parfois ou plus ou moins, mais la partie plaisir, notamment quand ça va mal, on en a besoin parce que si ça va mal et qu'on prend pas de plaisir, bah on a envie d'arrêter. hmm, Donc ouais, le moment où je pense que j'ai été au plus bas, c'est quand c'est cette descente entre bah, finalement le plus haut quand je joue en Ligue 1 et puis le chômage un an après. Et puis ensuite, ça a été quand même assez long pour remonter. Mais, ouais, euh, mais de par le plaisir, les coéquipiers, l'entente dans tout le staff, etc., bah, ça fait reprendre goût aux choses et puis on s'accommode des moments plus difficiles. ouais, Et je pense que voilà, il faut aussi faire preuve de persévérance parce que tout va très vite, mais parfois les choses prennent du temps et il faut en avoir ouais. conscience. Et il faut être capable de manger un peu son pain noir, mais d'avoir quand même un peu de plaisir sur le côté. Ouais, je me souviens que pour que les gens comprennent un petit peu mieux comment est-ce qu'on s'est rencontrés, puis ensuite tu nous expliqueras un petit peu ce qui s'est passé quand on a travaillé un peu ensemble. Mais pour que les gens comprennent bien, on s'est rencontrés quand on était à Ville d'Avray. Moi, j'étais entraîneur. Aujourd'hui, ça s'appelle plus Poussin Benjamin, mais c'est U9, U9, U11. J'étais entraîneur des petits. Et toi, tu étais gardien de but et tu t'entraînais avec les éducateurs du club comme gardien de but en spécifique. Et je me souviens très bien qu'à la fin de mes entraînements, j'avais toujours 1 heure ou 2 heures de battement avant de réenchaîner. Et c'est à ce moment-là où les adultes me demandaient de te faire des tirs. Sauf que je me rappelle très bien que au début,
je me souviens du premier entraînement qu'on fait ensemble. Moi, j'essaye de marquer sur les buts à 7. OK? Ouais. Et au bout du deuxième entraînement, vu que j'arrivais pas à marquer, je t'ai dit, bah, viens, on passe sur les buts à 13. À 11, excuse-moi, sur les buts à 11. Et sur les grands buts à 11, et à la fin de l'entraînement, vu que j'arrivais à marquer quelques buts, tu me dis, mais tu sais que j'ai jamais joué dans les buts à 11. Et je dis, mais comment ça, c'est pas possible? Et en fait, j'avais pas capté que toi, tu jouais encore à 7. Tu te rappelles de Ouais. ça? Je me rappelle pas. Je me Ouais, rappelle des moments, je me rappelle pas exactement de cette situation, mais ouais, le fait d'être sollicité pour me faire des tirs à la fin de l'entraînement, ça, je m'en souvenais. Cette situation-là précise, non. Mais ouais. effectivement, voilà, ça, on se connaît depuis bien longtemps maintenant, Mm. et, euh, et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'aujourd'hui Ouais, participer c'est top. à ton podcast. Et à quel moment est-ce que tu décides de demander une aide extérieure et d'avoir accès à la préparation mentale? À quel moment tu décides ça quand t'es... En fait, moi, la préparation mentale, alors je m'en suis rendu compte après, en mettant le nez dedans, que j'en faisais déjà avant, mais de manière inconsciente. Bien Et sûr. c'est au centre de formation à Valenciennes. Il y a un coach qui aux 3-4 gardiens de but du centre, propose des articles de presse un peu sur la préparation mentale. Mm. Si ça vous intéresse, documentez-vous, parce que lui sentait que c'était intéressant et qu'il y avait des choses à explorer. Et donc, du coup, je commençais à lire quelques trucs sur la préparation mentale que, effectivement, je trouve assez intéressant. Ouais. Et voilà, pousser la réflexion, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé. Et donc, du coup, c'est aussi les planètes qui s'alignent. Mais quand je me retrouve au chômage, je sais plus vraiment d'ailleurs comment, mais on reprend contact et tu Mm. m'expliques que toi, tu es en fin de formation où tu faisais Ouais. un projet de fin d'études, etc. Et que potentiellement, si moi ça m'intéressait, toi ça t'intéressait. Donc, dans un but mutuel, on a commencé à collaborer. Et puis, je sais pas si Mm. tu te souviens, mais il y a plein de choses que je te disais que je faisais qui en fait étaient basées sur des techniques de préparation mentale. Ouais, je me rappelle très Euh, bien. et donc, du coup, moi, c'est simple, j'étais au chômage, donc j'avais du temps, plus que quand on est en club. Et donc, Mm. j'essayais d'optimiser ce temps-là et je me suis dit que c'était un bon investissement que de passer du temps sur la préparation mentale avec toi parce que justement, euh, c'est de l'entraînement en fait. C'est un outil en plus dans la panoplie de ce qu'on peut avoir de Mm. physique, de technique. Bah, il y a aussi le mental. Et donc ça faisait partie de un peu mon plan d'action pour si demain je retrouve un club, je suis prêt et je pourrais être performant. Et tu l'aurais le moment où quand tu retrouves le club, tu t'es mieux préparé que sans la préparation mentale. Bah ouais, mais ça c'est une évidence parce que pareil, ça va très vite dans le foot. Donc on passe du lundi où on n'a pas de club, le mardi on nous appelle et limite le mercredi matin on peut être à l'entraînement avec Tu le joues. club. Donc, il faut être prêt tout de suite. Et la préparation mentale permet de, notamment, se projeter, anticiper ce qui pourrait arriver, les différents scénarios qui peuvent nous tomber dessus. Et du coup, moi, Mm. c'est aussi comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que j'essaye d'anticiper tous les scénarios possibles, ou en tout cas les plus probables qui peuvent arriver. Comme ça, s'il arrive, j'ai déjà une réponse préparée parce que Mm. je me suis déjà posé la question de comment est-ce que je réagis si cette situation-là m'arrive. Ouais. Donc en fait, il n'y a plus de place presque à la réflexion parce qu'elle a été faite en amont. Donc il n'y a que de la place pour l'action. Mm. Et le fait de ne pas être pollué dans ses actions par ses réflexions, je pense, permet d'être plus performant, d'être prêt plus rapidement. Ouais. Ouais, c'est clair. Et quand tu as pu remonter la pente progressivement, comment toi, tu as utilisé ce que tu avais déjà appris pendant toutes tes années de formation, que ce soit quand tu étais à Boulogne, puis ensuite quand tu fais l'INF Clairefontaine, j'imagine qu'il y a tout un aspect mental que tu commences à optimiser même sans t'en rendre compte, mais tu es obligé parce que tu n'arrives pas à un niveau, au plus haut niveau dans le football, puis en plus, ensuite on en parlera où tu as été champion du monde du vin, sans travailler cet aspect mental quotidiennement. Comment tu as utilisé tout ça, plus les techniques que tu as pu voir ensuite avec les clubs, les préparateurs mentaux, pour continuer à remonter la pente et reprogresser derrière? La préparation mentale, au final, même si on l'appelait pas comme ça il y a 15 ans, euh, on y était confronté d'une manière ou d'une autre. Hmm. C'est juste que c'était peut-être un peu plus violent qu'aujourd'hui, dans le sens où soit on arrivait à la digérer et on continuait dans le football, soit on n'arrivait pas à la digérer et on arrêtait. Ouais. Euh, mais ça très jeune, je rentre à Clairefontaine, j'ai 13 ans. Et je parle de Clairefontaine plus que de Boulogne parce que Boulogne c'était un peu différent. J'étais à Clairefontaine, donc j'arrivais à la CBB avec un statut un peu différent
bien pas sûr. que en centre de préformation réputé, etc. Mais à Clairefontaine, on était tous à Clairefontaine. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de statut. Et au-delà de ça, moi, je me souviens de Franck Raviot, qui était du coup l'entraîneur des gardiens de but du centre à l'époque, qui Ouais, me dit, Paul, c'est simple, aujourd'hui, il y a 4 gardiens dans ta génération. À la fin de l'année, il y en a un qui va partir. Aujourd'hui, c'est toi. ok, Si tu travailles pas, à la fin de l'année, tu t'en vas. ok. Et tu as 13 ans, tu viens de débarquer, il y a plein de changements, tu pars de chez tes parents, tu es bouleversé par plein de choses. Et là, que tu le veuilles ou non, c'est soit ton mental, il s'adapte, ou en tout cas, tu arrives à trouver ce qui te convient et ce qui te permet d'avancer, de gérer cette pression, mais aussi de justement développer des capacités mentales à Mm, surmonter les différentes problématiques auxquelles on fait face. Et je pense que voilà, ça a commencé, bon, ça commence bien avant, mais le caractère, la personnalité forge le mental et mm, nos expériences, plus que plein de choses, forgent de manière encore plus significative le mental qui après nous accompagne au fur et à mesure. Et moi, je dis donc à 13 ans, le modèle, c'est ça, c'est en gros, travaille parce que pour le moment, tu t'en vas. Et j'ai toujours gardé cette mentalité-là tout au long de ma carrière, parce qu'en mm. fait, à 13 ans, on m'a ancré dans la tête que j'étais peut-être pas le plus talentueux, Ouais, mais par contre, avec mes capacités de concentration, avec mes capacités d'abnégation, de travail, bah, je pouvais peut-être être meilleur que quelqu'un qui avait du talent. mm, Parce que le mec qui avait du talent, peut-être il va pas travailler autant que moi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de la carrière, et notamment au Red Star, donc après ma période de chômage. Je me retrouve en national gardien numéro 3. ouais, Je me suis pas dit non mais c'est pas ma place, j'ai joué en Ligue 1 il y a un an. Je me suis dit non, c'est ça mon challenge aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis mm, numéro 3 en national. Comment je fais, si j'ai envie de rester, et c'était le cas, comment je ouais. fais pour m'épanouir, comment je fais pour aller choper la place de numéro 1? Et moi, Et comment t'as fait justement? la réponse est la même depuis 15 ans. C'est le travail. Ouais, C'est travailler, c'est performer, c'est s'investir. Et moi, je suis partisan de ceux qui disent un jour ou l'autre, le travail est récompensé. mm, Et ce qui est sûr, c'est que quand on ne travaille pas, on n'est pas récompensé. Ça, ouais, c'est une certitude. Par contre, on a peut-être une possibilité d'être récompensé quand on travaille. Donc, autant mm, travailler parce que ça peut apporter quelque chose. Mais, mais c'est ça qui permet, en tout cas dans ma situation, d'avoir remonté toutes les étapes. C'est vraiment de faire une bulle et de se concentrer sur son travail, de s'auto-analyser et de ne pas se laisser polluer par les discussions qu'ils peuvent avoir à droite à gauche à différents niveaux, que ce soit de nos proches ou au sein du club ou avec les coéquipiers ou dans la presse, parce que ça peut arriver aussi. ouais, ouais, C'est de réussir à faire une bulle et de se concentrer sur sa performance. Et c'est là où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais quelques personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer constamment. Je savais que c'était solide. Et donc voilà, donc c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai réussi à... C'est comme ça que je dirais que j'ai réussi à durer aussi longtemps et à faire ce que j'ai fait. C'est, je pense, uniquement grâce à cette mentalité-là. Parce que j'en aurais eu une autre, je suis pas convaincu que je fasse autant, quoi. ok. Et justement, on en avait parlé un tout petit peu tout à l'heure en introduction. Euh, c'est en 2013, il me semble, que tu es champion du monde U20, donc avec Ouais. toute la génération dorée des Pogba, Areola, Thauvin, qui ensuite, eux, seront champions du monde avec Didier Deschamps. Ouais. Euh, Comment tu as géré toute cette après-euphorie et pendant le tournoi et après tournoi, comment tu l'as géré quotidiennement ensuite dans ton club, ça? Alors ça a été très simple parce que la saison 2013-2014, euh, alors non, déjà je vais revenir sur un truc, je pense que je l'ai pas bien géré. Ok, Je pense que je l'ai pas géré ou autant, pas de manière aussi euh, bonne que j'aurais dû dans le sens où effectivement je suis champion du monde du vin, je reviens dans mon club, je sors d'un mois et demi de compétition en vase clos avec l'équipe de France, j'ai des ouais, vacances en décalé parce que j'en ai pas eu en fin de saison. Et je reviens, on rentre, la finale, c'était le 13, je crois. 13 juillet. Ouais. Et on rentre le 14 en France. Le 15, je suis en vacances et je reviens en club 10 jours après, je crois. Donc fin juillet. Ok,
Et, et je l'ai mal géré dans le sens où j'étais tellement concentré sur cette compétition-là et qu'après coup, il y avait une baisse de pression et j'étais tellement dans l'euphorie de dire ah, c'est bon, je peux souffler, la saison elle a été longue, etc., que j'en ai oublié d'anticiper ce qui Mm. allait arriver derrière. Et donc pourquoi est-ce que je dis que je l'ai mal géré? Parce qu'au final, la saison 2013-2014, celle qui suit, qu'aurait dû être la saison sur laquelle bah, je surfe un peu sur ce titre pour bah, trouver un club ou en tout cas une situation pour continuer ma progression. Mm. Bah, en fait, je me retrouve à rester à Valenciennes en gardien numéro 3 Ouais, en Ligue 1, certes, mais on descend. Et on descend en Ligue 2 à la fin de la saison 2013-2014. Et j'ai eu des possibilités à l'été d'être prêté à l'époque, donc soit en national pour jouer. ouais, Et, mais je sais très bien que je m'y suis pris trop tard. Je m'y ok, suis pris fin juillet, début août, alors que j'aurais dû anticiper 6 mois avant, quand je savais que j'allais être sélectionné en tout cas, de me dire, bon, ben voilà, il faut essayer d'optimiser dans le plan de progression de carrière, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc ce tournoi-là, il n'a pas été très bien géré parce que du coup, je me retrouve à rester à Valenciennes, à pas jouer, ou que avec la réserve. Et donc, au final, c'est un peu un essai, mais qui n'est pas transformé derrière, parce que ça n'a pas Mm. débouché sur quelque chose de qui aurait pu être mieux. Et puis, je voyais les Ouais, mecs de mon équipe qui, eux, avaient bien anticipé, et peut-être c'était un peu plus facile, parce que poste différent aussi, ouais, d'être placé dans des clubs qui jouaient une division au-dessus de là où ils jouaient avant, d'être prêté dans des clubs où ils allaient avoir plus de temps de jeu que là où ils étaient. Donc, ce tournant-là, il n'a pas été bien géré, ou il a plutôt été mal optimisé. ouais, Et par contre, après, le retour sur Terre, il est très rapide parce que, étant dans un club qui joue le maintien, ouais. en Ligue 1, où c'est très médiatisé, Donc euh, là, tu es numéro 3, hein, c'est ça? là, je suis numéro 3 à Quand ce tu reviens. moment-là. Ouais. À l'époque, c'était Nico Pento en numéro 1 et Magno Novaes en numéro 2. Mm. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, c'est une saison difficile, on ne gagne pas. Nos joueurs qui étaient à l'époque ceux qui te faisaient basculer un match du côté positif se mettent à être ceux qui te font les boulettes en fin de match et qui te font perdre les matchs. Donc, ambiance très lourde. En plus de ça, il y avait des problèmes au niveau administratif dans le club, donc on savait que c'était aussi un petit peu bancal. Donc finalement, il y a eu un mois d'euphorie entre les vacances et le retour au club et la communication qu'il y avait autour. Mm. Mais après, très rapidement, on s'est mis sur le terrain, on a bossé et on était pris par le quotidien, donc les matchs. Donc Ouais, le, le- l'après-Coupe du Monde, finalement, il a été classique. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'amont qui avait mal été anticipé. Et ok. on en revient encore une fois, hein, c'est peut-être à la fois les personnes qui nous entourent et qui gèrent le plan de carrière, Mm. mais c'est aussi le joueur à anticiper les différentes situations. Oui, puis tu sais bien que le poste de gardien de but étant vraiment spécifique, d'ailleurs, quel est ton avis sur la préparation mentale de ce sport si spécifique de ce poste, pardon, si spécifique qu'est le poste de gardien de but? En fait, en gros, tu fais un sport individuel dans un sport collectif. Ouais, ouais, c'est très particulier. Parce que même au-delà du sport, les entraînements, on est 80% du temps entre gardiens. Donc on est Ouais. trois ou quatre avec un coach avec qui on développe très régulièrement des relations très fortes parce que c'est des spécifiques comme le nom l'indique. Mm. Donc la préparation mentale et l'approche psychologique du poste est très singulière parce qu'en plus de ça, au-delà d'être seul dans notre but, on est très seul aussi dans plein de situations quand ça se passe mal notamment. Mm. Euh, et on se retrouve seul parce que finalement, nos coéquipiers comprennent pas forcément ce qu'on ressent. Ouais. Parce que eux ont des problématiques différentes et rencontrent des schémas différents aussi de carrière et même au quotidien. Le joueur peut rentrer 15 minutes sur un match quand le gardien peut pas. Donc, Mm. c'est sûr que l'approche psychologique, elle est, elle est forcément différente avec le gardien de but qu'avec un joueur, mais parce qu'au final, le plan de carrière et les objectifs sont aussi totalement différents. Ouais. Tu aurais un exemple d'un moment dans ta carrière où tu prends conscience que l'aspect mental de ton poste
est un peu différent des joueurs qui, eux, peuvent avoir plus de chances de jouer, de tourner, en général, au moins à deux postes. Alors que le tien, quand tu es numéro un, c'est souvent pour la saison, et quand tu es numéro 2, c'est souvent aussi pour la saison. Ouais. Un exemple où je me rends compte de ça, c'est ça? Ouais. Où tu te rends compte vraiment de la spécificité de ton poste, où tu dis, punaise, mentalement, quand même être bien accroché quand tu es gardien de but, quoi. Ouais, ça, je pense que j'en ai eu conscience très rapidement. Euh, mais j'ai aussi eu conscience très rapidement que le poste de numéro un et le poste de numéro 2, c'est deux choses foncièrement différentes, mais le poste de numéro 2 demande des qualités que le numéro un peut ne pas avoir, Ok. notamment Par au niveau, exemple? notamment au niveau psychologique. Euh, Être capable d'être réellement au service de son coéquipier, de Mm, tout faire pour qu'il soit dans les meilleures dispositions, de tout faire à l'entraînement pour qu'il soit au mieux, mais ça mm, peut être à la fois lui en foutre plein la gueule parce qu'il a besoin d'en prendre plein la gueule, mais ça peut être aussi justement lever le pied le jeudi matin parce qu'on sait que la veille, il était un peu moyen à l'entraînement, il a besoin d'être remis en confiance, etc. Ça, c'est des sensibilités dans le travail qui se rapprochent presque de celles du coach ouais, gardien. ouais, Et le numéro 2, encore faut-il que le poste de numéro 2 dans le club soit un vrai numéro 2 et que ce soit pas un numéro un bis, parce que dans ce cas-là, ça change encore la donne. mm, Mais si on veut un vrai numéro 2, euh, ou en tout cas, même si c'est temporaire, si le gars est numéro 2, ça demande énormément de qualité psychologique et de sensibilité pour justement bien doser ce qu'il faut doser en fonction du numéro un pour qu'il soit au mieux. Et, ouais. et Qu'il arrive à j'irais même performer. peut-être plus loin, c'est presque de temps en temps. euh, c'est pas se sacrifier, mais c'est se donner pour le numéro un. Ouais, On on n'est plus la priorité. ok. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement entendable dans le football. Mm, Euh, mais je pense que pour être un bon numéro 2 il faut avoir cette capacité à faire un peu don de soi dans le sens où, bah ouais, peut-être que, il vaudrait mieux que je coupe l'entraînement maintenant parce que je sens que le mollet il tire un peu. Mais en fait, le numéro un il va jouer demain ou il joue dans 2 jours. Donc, il faut, c'est même pas une possibilité, c'est que lui, il va couper. mm, Donc, je me donne aussi pour les autres joueurs, parce que le numéro 2 c'est le numéro 2 du gardien, mais c'est aussi un rôle au sein du groupe. ouais. C'est le mec qu'on va appeler pour travailler un peu plus tard devant le but. C'est le mec qu'on va appeler si, pour n'importe quel exercice. Il est vraiment au service du collectif et c'est peut-être le poste qui est le plus au service du collectif, alors qu'on devrait Ouais. tous l'être dans un groupe. C'est le poste où, à la fin de l'entraînement, t'as l'attaquant. Il y avait une anecdote qu'un joueur me racontait quand Balotelli, sur certains entraînements, demande au numéro 2, ben viens, et je t'en mets plein la tête pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est aussi ça. Ah ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que les deux postes sont vraiment différents. Et c'est pour, enfin, et moi je l'ai vite compris que quand tu es numéro un, tu as un certain comportement. Quand tu es numéro 2, tu as un certain comportement. Et quand tu es numéro 3, tu en as encore un différent. Moi, j'ai vraiment Ouais, adoré le poste de numéro 3 parce que j'étais jeune et que ça rentrait dans le cursus de développement. Mais quand j'étais à Valenciennes, euh, bah, et c'est notamment l'année 2013-2014, ouais, avec, j'ai eu que 1 an, mais c'était une année incroyable, moi j'ai trouvé, c'est avec Stéphane Cassard, qui était ouais. l'entraîneur des gardiens. Et je pense que Stéphane passait 2 fois plus de temps sur mon cas que sur Ok. le numéro un ou le numéro 2. Pour quelle raison? Et bah parce qu'il avait, lui en tout cas avec moi, cette démarche de t'es pas juste numéro 3 pour faire le nombre, t'es pas juste là parce que t'es jeune et t'es un peu bon et donc du coup tu t'entraînes avec les pros. Non, t'es là parce qu'il faut que tu progresses. Et donc il prenait ce Ok. rôle très à cœur de faire progresser le numéro 3 et que parce que le numéro 3 joue un peu moins, tu peux te permettre d'avoir une surcharge de travail. Mm. Et c'est vraiment une année où ça m'a permis aussi en tant que numéro 3 parce que ça n'a pas toujours été le cas, de se sentir concerné et inclus. Ouais, te sentir à part entière dans le groupe. C'est ça, mais Ouais, aussi aux yeux du coach. Et je pense que c'est ouais, important. Tu vois, et à contrario, j'ai eu d'autres coachs que je citerai pas, où j'avais l'impression que ce soit moi ou un autre, ça aurait été la même chose, quoi. ouais, Et, et ce sentiment-là, bah, il n'est pas évident à gérer de temps en temps. Mais par contre, quand tu te sens vraiment
pris en compte dans les discussions, dans les décisions, dans le travail, bah, ça gargarise et tu as envie de t'investir 2 fois plus aussi. Ouais, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je le vois avec les différents gardiens avec lesquels j'ai pu travailler. Moi, j'adore bosser avec eux parce que c'est vraiment comme si c'était un sport individuel, mais au sein d'un collectif. Ça t'est déjà arrivé, toi, de performer, d'être potentiellement numéro 2 et que l'entraîneur des gardiens, pour lui, tu devrais être numéro 1. Je l'ai vu à plusieurs reprises, ça. Pour lui, ce serait toi le plus légitime pour être numéro 1. Pour autant, c'est pas lui qui prend la décision Mm. et il a un pouvoir de décision qui est extrêmement faible, finalement, dans le choix du 11 de départ. Alors que c'est sa spécificité, pas celui de l'entraîneur, généralement. Ah ouais, ouais. Mais après, il y a aussi des entraîneurs qui choisissent pas toutes leurs compos. Ouais. Encore un autre problème. Mais ça, c'est des situations, en tout cas, dans un monde idéal où il y a un staff qui travaille en cohérence, je pense effectivement que il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche à la fin, et c'est important Mm, dans une organisation que d'avoir une personne qui puisse trancher. Par contre, il faut que les décisions soient prises de manière collégiale. mm. C'est-à-dire que si le coach principal il prend la décision de mettre lui un et lui 2 sans écouter son coach gardien, Ouais. bah, je pense que moi, il passe à côté d'un Ça t'est outil. déjà arrivé, ça? Ça- Cette situation-là précisément, non. La situation où le coach principal est pas maître de ses décisions, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, d'accord. Euh, mais encore une fois, c'est-à-dire que là, on va parler dans un monde idéal, mais les organisations et les clubs, je pense que j'en ai connu, j'ai connu 5 clubs, j'ai dû connaître 15 manières de fonctionner différentes, parce Mm, qu'en fait, il suffit de changer une personne dans le staff ou une personne dans la direction, et les mécanismes sont différents, donc il y a tellement de, il y a tellement de caractéristiques qui vont rentrer dans dans la prise de décision, qui vont rentrer en compte dans la prise de décision, que chaque situation va être différente. ouais. Mais c'est déjà arrivé, effectivement, qu'on me dise, non, mais Paul, voilà, là, je voulais te faire jouer, mais je peux pas. Et ça aussi, il faut le gérer, faut le digérer, il faut le comprendre. Et en Tu même aurais un temps, moment à nous partager où tu as besoin de digérer ça assez rapidement et tu es vraiment déçu de l'annonce. Comment tu la bah gères, cette ouais, frustration? bah ouais, Tu aurais un exemple? moi, il y a un club, on finit la saison, c'est moi qui y jouais. J'avais commencé la saison numéro 2, je finis la saison numéro 1 parce que le numéro 1 s'était blessé. Euh, on finit la saison, on se maintient, tout le monde est content. Je rencontre le staff qui me dit, Paul, on est content de toi, l'année prochaine, c'est toi qui pars numéro 1 et tout. Je me dis, ah, cool. Ouais, Les vacances passent, pas de nouvelles. La reprise arrive, pas de nouvelles. J'essaie de voir le président un peu, il m'esquive. Et il y a le coach gardien qui me dit, Paul, viens, on va prendre le café parce que je me sens pas bien, il faut qu'on discute. Et le coach gardien me dit, Paul, il y a un gardien qui va être recruté. Je lui dis, bah ça c'est normal, c'était ouais, prévu, il n'y a pas de souci. La concurrence, moi, c'est quelque chose que j'aime. Tant qu'elle est saine, je pense que ça tire tout le monde vers le haut. Donc, et puis, c'est le meilleur qui joue, donc il y a pas de souci. Mais effectivement, je m'attendais à commencer numéro 1. mm, Et donc, à avoir la main sur bah, si je suis bon, je reste dans le but, quoi. ouais, Et il me dit non, mais je crois que tu joueras même pas le premier match. ok, Et là, je dis quoi? Et effectivement, là, je tombe de haut. Parce que déjà, j'étais jeune. J'avais pas anticipé le fait que des gens puissent mentir, mais ça ouais. existe. Et c'est aussi ça qui forge. Bienvenue dans le monde du foot. Ouais. C'est aussi ça qui forge en fait. Et quand je parlais Mm, d'expérience, qui forge le caractère, qui forge le mental, c'est ces situations-là. Moi, je sais que aujourd'hui, je la gérerais pas de la même manière que quand j'avais 20 ans. ouais, Mais en même temps, si je l'avais pas géré de la manière dont je l'ai géré à 20 ans, je saurais pas qui je suis aujourd'hui. mm, Donc, c'est voilà, on est en constante évolution, on se façonne tous les jours et toute notre vie, on évolue. Et il faut se nourrir des expériences bonnes comme mauvaises. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est difficile de digérer. Je confronte les personnes en leur disant, vous m'avez dit A et maintenant vous me dites B. ouais. Ils me regardent droit dans les yeux en me disant, non, on t'a jamais dit A. Bah, dans la situation, tu veux faire Ok. quoi?
C'est Et difficile. comment est-ce que toi, tu as géré les jours suivants pour retrouver une source de motivation et pas complètement capoter, ce qui est le cas de beaucoup de gens hein, dans Ça a le milieu été, de l'ultra spécifique, de l'ultra performance finalement. ça a été très compliqué. Et je pense que j'ai pas été bon, que ce soit à l'entraînement, enfin d'ailleurs que à l'entraînement, vu que j'étais sur le banc après le week-end. Euh, Ça a été difficile à gérer. Et ça a été difficile à gérer parce que je pense que c'était une des premières fois qu'une telle situation m'arrivait. Ouais, Euh, Donc, très compliqué parce que du coup, tu es beaucoup moins rigoureux sur plein de choses, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit sur ton hygiène de vie. Euh, Il y a un espèce de ras-le-bol, il y a un espèce de... ouais. en fait, il triche, tu vois. Il joue pas avec les règles, donc C'est comment pas les mêmes on règles pour tout le fait. monde. C'est ça. Donc, pas évident. Et puis, bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un coach gardien qui comprenait totalement la situation. Euh, qui était quand même assez présent, qui me parlait, qui essayait de faire en sorte de me maintenir motivé, etc. Et, euh, et je pense qu'en fait, à un moment donné, euh, je me suis dit, mais en fait, je me fais plus de mal qu'autre chose parce que finalement, ne plus être rigoureux dans le travail, sur son hygiène de vie, c'est moi qui vais en payer le prix. Parce Ouais, que si demain je dois jouer, je vais pas être bon en fait. Donc ça sert à rien que je fasse la tête de mule. Euh, Il faut travailler, il faut être bon, il faut continuer d'avoir cette rigueur-là. Et c'est aussi à ce moment-là que euh, c'est pas que j'ai réalisé, mais je me suis aussi dit les valeurs que moi j'ai, les valeurs que j'ai envie de moi de véhiculer, ne doivent pas changer parce qu'en face de moi j'ai un connard. ok, Tu vois? C'est très ok. facile de, c'est très facile de se dire, ouais, mais lui, c'est un con, donc je me comporte comme un con avec lui. Oui, mais Hmm, non. C'est là où on fait une différence et c'est là où on est différent. C'est quand on a certaines valeurs, et ben on s'y tient, même si en face de nous, on a une personne qui respecte rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de me regarder tout le temps dans la glace pendant toutes ces années dans le football. Et aujourd'hui, de me retourner et de me dire, bah, en fait, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'être resté fidèle à moi-même, au-delà de ok. tout. C'est-à-dire, dans ce que tu dis, c'est aussi être capable, même quand je vis de la frustration et que je pourrais trouver toute l'injustice, est-ce que ça m'aide à la fin? Non, mais dans ce cas-là, je suis capable de prendre 100% de ce que je maîtrise moi dans ma responsabilité pour sortir un peu de cette injustice. Parce que c'est ce que moi je vois quasiment tous les jours auprès des athlètes, c'est que très souvent, ils ont tendance à tomber dans ah ouais, mais c'est pas juste, mais tel coéquipier n'est pas juste avec moi, c'est le président qui est pas juste, le staff m'avait dit que, et ça valide une espèce de c'est pas complètement de ma faute. Ouais, ben, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de très naturel, c'est-à-dire que l'humain se trouve des raisons. Euh, Pas au plus facile, hein. ah, je reprends un bonbon, non, mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'y ai le droit. Et c'est totalement ça. Et Mm, je pense que à chaud, c'est difficile d'avoir la réflexion, mais quand à froid, on est posé et que on arrive à analyser la situation, bah, de se dire oui, effectivement, là, c'est pas juste. Euh, mais ça, je le contrôle pas en fait dans tous les cas. mm. Et du coup, se concentrer sur ce qu'on contrôle, c'est la seule chose qu'on peut faire. Ouais. Si ce qu'on contrôle, on le fait pas bien, bah, au-delà de l'injustice, ouais, tu as eu de l'injustice à ce moment-là, mais en fait, 2 mois plus tard, tu as ce comportement-là ou tu as Mm. ce niveau-là. Et ça, c'est libre de toi et de personne Et, d'autre. et toi, entre le moment où donc l'entraîneur te dit ça et te dit bah on va pas compter sur toi, le premier match tu joueras pas et tu commences à vivre de la frustration qui va durer, ça dure combien de temps jusqu'au moment où tu dis ok, faut vraiment que je me remette à l'endroit parce que là c'est en train de je me tire une balle dans le pied tout seul. Tu dirais que ça dure combien de temps? Une semaine, un mois, 2 mois? Euh, En fait, je pense que c'est pas arrivé tout de suite parce Mm. que le coach me dit. Euh, le coach se dédouane et me dit non, j'ai pas le choix, on me l'a imposé, mais t'inquiète pas, c'est toi mon gardien numéro un, j'attendrai pas 10 matchs pour changer si ça ne va pas. Ouais. Donc il me tient un peu comme ça, quoi. Donc je continue à bosser, je continue à bosser. Et puis
Alors, je sais plus exactement, je crois que c'est en octobre que tu as la Coupe de France qui commence à arriver. Octobre ou... Ouais, octobre, je crois. Et donc, je savais que c'est moi qui allais jouer là. Et Mm. même si tu joues contre une D7 ou autre, il faut être bon, il faut être rigoureux, Bien sûr. il faut montrer que tu es prêt, quoi. Et notamment chez le gardien de but, parce que chez le gardien de but, le mec qui soit en D7 ou en Ligue 1, alors c'est pas le même niveau, mais quand il est à 6 mètres de toi et que le but il est énorme, t'as quand même peu de chances d'arrêter le ballon. Et donc je suis maintenu par ce truc-là, j'essaye d'être bon, je la joue collective en plus avec ce mec où je me dis, bon, bah, lui, il y est pour rien. C'est Mm. eux qui ont pris les décisions, il y est pour rien, on va voir, est-ce que le fit va bien se passer et, euh, et le moment où j'ai vraiment un peu vrillé en me disant, bah, en fait, on n'arrête pas enfin, on me raconte que des salades, en fait, dans tous les cas, que je sois à mon meilleur niveau ou pas, ça changera rien, les dés, ils sont pipés, donc je jouerai Ouais. pas. Ça arrive plutôt en novembre. Parce qu'en novembre, ça fait déjà 2 ou 3 matchs de Coupe de France. J'ai la chance d'être mis en valeur pendant ces matchs-là et de performer. On gagne, on passe. Et je me souviens choper le coach et lui dire, mais t'attends quoi pour me mettre en championnat? Mm. Parce que en plus de ça, alors est-ce que c'était par mon prisme? Mais j'avais pas l'impression que l'autre gardien apportait énormément de sérénité. C'est toujours comme ça. Donc je vais challenger le coach. Et le Ouais. coach me dit, ah mais tu comprends, changer le gardien, c'est la dernière des Compliqué. solutions. Ah bon, donc on est passé de t'inquiète, je vais pas attendre 10 matchs à c'est la dernière des solutions. Ouais. Bon, 2 mois après, il était viré parce que pas de résultat, donc compliqué. Et donc c'est pendant cette période-là, de novembre à décembre, janvier, on va dire, où vraiment, genre, je lâche. Donc, tu Euh, dirais 2 bons mois? ouais, 2 bons mois. 2 bons mois, Ouais. euh, sachant que tu as une semaine de vacances au milieu. Mais Mm. ouais, 2 bons mois. Et en gros, et en fait, j'ai la chance, et ça c'est une histoire de fou, mais j'ai la chance que on va faire un match à Bourg-en-Bresse Ok. et je suis numéro 2. Donc la tête dans le sac, pas content, mais la tête dans le sac plus côté énervé que côté dépression, tu vois. Ok. Et je rentre dans le vestiaire, j'ouvre mon sac, j'ai oublié mes vissés. J'ai que mes moulets. Mm. Et je vais voir l'intendant du club et je lui dis, écoute, je te le dis, ce soir je joue. Et il me dit, comment ça, t'es titulaire? Je dis, non, 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 je suis numéro 2 mais j'ai pas mes vissés. C'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive d'oublier mes vissés pour un match. Je suis quelqu'un de très organisé, de très Ouais, je me méticuleux. rappelle. Ouais. Autant te dire que cet exemple-là illustre bien le fait que j'avais lâché un peu à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et je dis, non, 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 mais tu vas voir, j'ai pas mes vissés. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui que je vais jouer. On est à Bourg-en-Bresse, sur de la pelouse, il pleut. C'est en janvier, tu vois. Ouais. Ça loupe pas. Juste avant la mi-temps, le gardien, ça tire un peu la cuisse. Je m'échauffe toute la mi-temps. J'arrête pas de glisser. Je me dis, oh là là, si je dois rentrer, ça va être long. Ça va être compliqué. Le deuxième mi-temps reprend, 6 mètres du gardien. Il dit non, je peux pas continuer. Donc je rentre. T'avais tout le banc qui était au courant que j'avais pas de vissé, qui se foutait de ma gueule Ok. au moment où je rentre sur le terrain. Donc moi, j'étais un peu en mode fermez là. Le coach, je sais pas s'il est au courant ou pas. On va essayer de faire profil bas. Je rentre sur un 6 mètres du coup. Je me dis, bon, bah, de toute façon, ça passe ou ça casse, hein. Bon, le 6 mètres, il part super loin, super propre, je glisse pas, je reste debout. Je me dis, oh, cool. Je touche pas le ballon, penalty. J'arrête le penalty. En Et moulé. j'arrête le penalty en moulé du pied. Et au final, on fait, je sais plus si on fait 0-0 ou un partout. Je crois qu'on fait 0-0. Et, euh, et en fait, ça me remet dedans. Et ça me remet dedans Ok. immédiatement parce que je sais que là, j'ai une opportunité où potentiellement pendant 3 matchs, je vais jouer. Et Ok. donc là, ça me remet dedans parce que je me dis, c'est pour moi en fait qu'il faut que je sois bon. Mm. Que ce soit pour aller chercher un contrat ou un club ou autre, c'est pour moi. Et c'est vrai que le moment où tu te retrouves en Ligue 2 sur le banc, t'as pas tes vissés, pour moi, c'est lunaire. C'est Ouais. impossible. Et ça a été aussi une prise de conscience à ce moment-là de, ah, tu déconnes. T'es, Ouais.
t'es pas dedans. Et même si demain, on te donnait une opportunité sur un plateau, tu serais pas capable de la prendre, en fait, Ouais. parce que t'es pas assez sérieux. Finalement, c'est là où tu te rends compte que tu prenais plus ta responsabilité et que même ça, tu l'as oublié, qui est le fondement du footballeur, avoir le bon matos au bon Ouais, moment, quoi. mais c'est ça. Et c'est exactement ça. Et tout ça part d'une situation où certainement il y avait de l'injustice, des mensonges, etc. Mais au final, elle vient impacter qui t'es, parce que t'es plus aussi rigoureux qu'avant, t'es moins organisé, t'oublies des trucs. Enfin, et du coup, entre guillemets, c'est on te dit, ah, ça te ressemble pas. Mais en fait, ça te ressemble pas si tu continues d'être comme tu étais avant. Si tu décides de Mm. continuer d'être comme ça, ben en fait, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es une personne pas organisée et pas appliquée dans le travail. Mm. Et cette prise de conscience, elle peut être brutale parce que elle peut avoir des conséquences parfois. Et parfois, ben, on n'arrive pas à se relever de ces conséquences-là parce que bah, on perd sa place de titulaire, on n'est pas renouvelé au sein du club et derrière, c'est plus Mm. difficile. Mais être capable de vraiment faire la part des choses entre les personnes extérieures ont un comportement et prennent des décisions sur lesquelles j'ai aucune prise. Donc, quoi qu'il Ouais. arrive, je ne peux rien faire. Et encore, moi, j'aurais tendance à croire qu'on peut toujours faire quelque chose dans le sens où le fait d'avoir un bon comportement, c'est faire quelque chose. Ouais. Et versus les situations où ça, c'est que de notre ressort. Le fait d'arriver à l'heure à l'entraînement, il n'y a personne qui contrôle ça, hein. Donc, vraiment se focaliser sur ce qu'on peut contrôler pour justement les avoir comme repères. Et dans les Ouais. moments de difficulté, où les décisions vont pas dans notre sens, où les gens n'ont pas le comportement qu'on attendait, et bah, d'avoir ces repères-là sur lesquels en fait personne peut enfin personne peut changer ces choses-là, elles sont propres à nous, c'est un peu notre ancrage, et bah, c'est vraiment qu'ils soient forts pour justement qu'on soit toujours accroché à ça, même dans Mm. les moments un peu de tempête, quoi. Ok. Et tu vois, quand tu parlais du fait que tu as mis environ 2 mois à débrancher le pilote automatique, à sortir un peu de cet état de frustration, de colère, tout cet état qui a duré finalement 2 mois, euh, toi qui as joué avec des Pogba, des Areola notamment, et puis Thauvin, est-ce que tu notes une différence dans leur traitement de ces frustrations quand eux les vivent? Tu vois une différence, toi? La frustration, je pense que elle est gérée de manière différente Ouais. parce que justement, ces personnes-là, ces athlètes-là, la différence qu'ils font, elle est aussi sur la gestion de leurs émotions et donc de la frustration. Et comment Et tu le voyais ça, cette différence de gestion justement de ces mecs-là, qui fait que quelques années après, ils sont champions du monde, quoi. ouais, bah déjà tu le vois dans leur manière d'être. C'est-à-dire que ils peuvent être énervés, hein, comme tout le monde, il y a des choses qui vont les énerver, mais ce sera le bon énervement. Ils vont tout de suite le transformer en euh, mais pourquoi ça n'a pas été, à essayer de trouver des solutions, à essayer de s'auto-analyser quand ils sont énervés contre eux. Mm. Et ça va pas être l'énervement qui ne sert à rien, c'est-à-dire t'es énervé contre ton coéquipier pour X raison, et en fait tu deviens juste énervé contre lui, contre sa personne. Mm. Alors qu'en fait t'es énervé contre un fait de jeu, contre une décision qu'il a prise, et du coup, pour performer, tu vas être juste dans la recherche de solutions. Ouais. Et tu vas pas t'arrêter sur juste la frustration en elle-même. Et je pense que c'est Ok. là où ils font la différence, parce que tu as des personnes qui mettent du temps du coup à sortir de la frustration pour aller chercher des solutions. Ouais. Et tu en as comme eux qui switch très rapidement de frustration en solution, ou recherche de solution en tout cas. Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense que même à ce niveau-là, les mecs qui jouent la Champions League, qui sont champions du monde avec Léa, on le voit notamment sur des personnes, sur des joueurs qui ont des coups de moins bien, et bah souvent c'est lié à des frustrations ou à des situations Bien sûr. qu'ils arrivent justement pas à transformer en recherche de solutions ou quelque chose de positif. Et il reste dans ce Ouais. côté un peu négatif qui fait que tu réfléchis moins bien, tu es plus fatigué, tu vas moins t'entraîner, tu vas moins être investi. Et je pense que les très très grands champions, c'est ça la différence. C'est que eux, oui, il y a de la frustration comme pour toute personne, mais ils vont très rapidement switcher sur Ouais. en fait, elle vient d'où, pourquoi, comment et qu'est-ce que j'en fais.
Tu aurais un exemple à me donner euh, de ces gars-là que tu as rencontrés sur différents matchs ou à l'entraînement, où tu vois que le mec est vraiment frustré, mais qui switch plus rapidement que les autres, quoi. Bah, moi, j'ai un exemple. euh, je crois que c'était pas sorti dans la presse à l'époque, mais c'est juste avant la demi-finale de Coupe du Monde U20. Ouais, On a deux joueurs qui en viennent aux mains. ok, Veille de demi-finale, les deux joueurs en viennent aux mains pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de situation qui faisait que, c'est des mecs qui s'entendent bien. Ça faisait déjà un mois qu'on était ensemble. S'il y avait eu des vraies animosités, on l'aurait vu. bien sûr. Et je pense qu'en fait, cette tension, elle était juste liée à l'enjeu du match du lendemain. Elle était aussi certainement liée au fait que ça fasse un mois qu'on est en vase clos tous ensemble et qu'on manque tous un petit peu d'air. Mais 5 minutes après, dans le bus, ça avait discuté, ça avait posé à plat ce qui n'allait pas. Ouais, Et le soir, on dînait tous ensemble et on rigolait tous ensemble. Et, ok, et c'est là où, déjà, je pense que les mecs, ils sont quand même conscients de l'objectif commun qu'on avait tous. ouais, Et les mecs réussissent à se dire, euh, en fait, si je veux atteindre mes objectifs, il faut que le mec à côté de moi aussi il les atteigne. hmm, Parce que c'est pas possible que moi je les atteigne sans que lui les atteigne. ouais, Et il y a cette prise de conscience aussi de l'objectif collectif au-delà de l'individuel, notamment dans une compétition internationale avec les équipes nationales. Mais c'est ce côté je switch, quoi. C'est ce côté j'étais à la limite de t'en foutre une 5 minutes avant. Et en fait, 5 minutes après, on a la capacité d'analyser ce qui s'est passé, ouais, d'être redescendu, de se dire ce qu'on doit se dire, et puis c'est reparti. ouais, Et pour moi, cette capacité-là, c'est déjà une capacité humainement parlant très importante hmm, et qui fait avancer énormément de situations. Mais alors, encore plus dans un groupe de footballeurs de haut niveau, si on n'a pas cette capacité-là, bah en fait, on se bouffe tous. Parce qu'on est tous des compétiteurs, on a tous des gros caractères. Mais le gros caractère, c'est ça l'évolution aussi entre quand on a 13 ans et quand on en a 25 ou 30. C'est que le gros caractère à 13 ans, il va vouloir écraser tout le monde. Et le hmm, gros caractère à 25 ans, le bon gros caractère, il va vouloir emmener tout le monde, ouais, d'une manière ou d'une autre. Mais la capacité à analyser ses émotions, à faire redescendre et à ne jamais perdre de vue l'objectif individuel et commun, et ce qu'il faut mettre pour les atteindre, ouais. pour moi, c'est ça qui fait la différence. Et ça, tu le voyais déjà quand, dans le groupe des U20, les futurs champions du monde, Pogba, Umtiti et Thauvin, tu le voyais déjà chez ces mecs-là ou Areola, qui arrivaient à switcher plus vite que les autres. Tu le voyais déjà, ça? Ouais. En fait, au-delà de switcher, tu voyais qu'il y avait aussi toute une réflexion. Hmm. Et il y avait toute une réflexion euh, qui allait plus loin que les réflexions que d'autres joueurs en club pouvaient avoir, par exemple. Ouais, Euh, c'est ce côté, c'est ce côté vraiment. On le dit beaucoup. Moi, je sais pas si je suis très fan de ça. On dit oui, non, le footballeur, il est mature avant les autres, etc., etc. Mais en fait, la maturité, c'est juste être capable d'analyser des situations, de pas réagir sous l'emprise de son émotion, ouais, mais voilà, de prendre les bonnes décisions basées sur la situation et pas sur l'émotion. ouais, Et ça, ouais, c'était super intéressant de discuter des situations, que ce soit dans la gestion du groupe, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement, que ce soit à tous les points de vue. Tu voyais que les mecs avaient une mentalité, une personnalité qui faisait que ils allaient aller chercher un peu plus loin dans la réflexion parce qu'ils voulaient aller plus loin dans la performance aussi derrière. bien sûr. Ouais. Hmm. Ah, super intéressant ce que tu nous partages sur. Moi, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est essayer de comprendre quel est le processeur interne qu'a chaque athlète qui fait qu'il en arrive à ce niveau de performance et qu'est-ce que ont les autres de différent pour arriver à un autre niveau de performance. Et c'est vraiment le dénominateur que je perçois le plus chez les mecs qui jouent la Ligue des Champions ou qui sont internationaux, c'est qu'ils n'ont pas le même processeur, ils n'ont pas les mêmes règles internes que tous les autres. Et Ouais, ils ont cette capacité à switcher de manière bien plus rapide et c'est inférieur à 20 secondes. Ils switchent en 20 secondes sur le terrain. Et ça, c'est hyper rare.
quand un autre Ouais. va mettre son match, potentiellement la fin du match, potentiellement le lendemain et pas dormir de la nuit, alors que l'autre, il est déjà reparti le lendemain matin, quoi. Ah ouais, clairement. Mais ça, on le voit aussi sur des joueurs euh, dans le couloir avant de rentrer sur le terrain qui rigolent. Et c'est d'ailleurs très intéressant d'analyser tous les comportements des mecs dans le vestiaire avant de sortir. Il y a des mecs qui ont la musique qui parlent pas. Il y a Ouais, des mecs qui n'ont pas de musique qui parlent pas. Il y a des mecs qui vont faire des vannes. Il y a des mecs. Tout le monde a un caractère et une personnalité différente. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire le pitre et 20 secondes derrière d'être super concentré et d'être à 100% de ses capacités. ouais, Mais il y en a qui le sont. Et effectivement, je pense que c'est quand même un marqueur de grande qualité, de concentration, etc. Après, là, on parle de l'aspect mental. Il y a une réalité aussi. Il y a le travail technique, tactique et physique, bien sûr. sans lequel c'est impossible d'atteindre ces niveaux-là. Ouais, Mais ouais, c'est bien sûr sûr. que le liant de tout ça, c'est certainement le mental et c'est ce qui huile toute la machine pour qu'elle grippe jamais, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu dis sur le mental, quelle évolution, toi, tu notes sur la préparation mentale aujourd'hui dans le football par rapport à ce que tu as connu il y a une quinzaine d'années? Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Ouais, Aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Aujourd'hui, euh, quand on va parler de difficultés, etc., on sera quand même beaucoup moins regardé comme une personne faible euh, qu'il y a 15 ans. Et je pense que c'est aussi lié à toute la sensibilisation qu'on peut avoir autour de nous sur la santé mentale au travail, mais mm, aussi les maladies mentales. On a été sensibilisé à ce sujet et c'est une super chose. Et du coup, bah, on en voit aussi l'influence dans le football où aujourd'hui, bah, en fait, oui, on voit un Djokovic qui a un prépa mental, qui fait des trucs de fou. Et il y a 15 ans, peut-être qu'on n'en parlait même pas. Mais en fait, ouais, comme aujourd'hui, c'est Djoko qu'il bat tous les records, ah, peut-être qu'en fait, ce qu'il fait, c'est pas juste bizarre, il y a un intérêt derrière, donc on va s'y intéresser. Donc, mm, la partie mentale, d'un côté, ça me fait rire parce que je trouve que c'est un peu la hype du moment, donc tout le monde veut mettre son grain de sel dedans, tout le monde veut en parler. mm, Et en même temps, c'est présent depuis 15 ans. Et c'est, moi, je trouve ça magnifique de voir qu'aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu, que même si c'est bancal de temps en temps, les clubs veulent prendre cette direction-là dans le travail, qu'il y a une réflexion, en tout cas, qui prend en compte la partie mentale des joueurs. mm, Euh, Ça, je pense que c'est une des meilleures évolutions qui ait pu arriver au football. Euh, ouais. Parce que c'était beaucoup trop délaissé et surtout elle était délaissée. Le joueur devait se débrouiller tout seul et ça a amené des situations trop bizarres. T'en as Aujourd'hui, vécu ça? comment? T'en as vécu ça où tu as vu des joueurs Ah, vivre des moi, moi, situations? moi, j'ai vu des joueurs, je suis sûr qu'ils étaient en dépression. Ouais, C'est certain. Alors, je suis pas médecin, donc je peux pas dire, mais d'un œil extérieur, tu vois une personne qui est blanche, qui traîne les pieds, qui parle pas, dès que tu lui parles, ça réagit pas, limite qui a pas d'énergie, et qui ouais, continue de s'entraîner, il y a un souci. Sauf qu'à l'époque, on disait, Ouah, il est déprimé, lui, hein, et puis on passait à la suite. ouais. C'est tout, C'est débrouille-toi. tout, Allez, ciao, mon débrouille-toi, gars. quoi. Et puis, de toute façon, si tu n'avances pas, le groupe, il continue d'avancer, donc tu resteras derrière et tout seul, quoi. Mm, Aujourd'hui, on n'en est pas non plus à venir le prendre par la main et le faire avancer avec le groupe, pas encore, non? mais il serait pris en charge. On Ouais, irait lui demander, on irait lui poser trois, quatre questions pour savoir, pour ceci, cela. Et surtout, je pense que tout ce côté mental et psychologique a permis de beaucoup mieux adapter le travail, en fait, et mm. et de beaucoup plus accepter de dire, je suis fatigué. Je suis Ouais, j'ai fatigué, besoin de couper, j'ai besoin j'ai besoin de d'aide. couper. Alors, il y aura toujours des joueurs qui vont en abuser, et tous Ouais. les lundis matins, ils couperont. Et il y en a d'autres, ceux qui jouent vraiment bien le jeu, bah, ça va permettre au coach de Ouais, bien aménager le travail. Et du coup, même si le mec coupe le mardi alors que c'est la grosse séance, et bah, peut-être que tu peux quand même le faire jouer 30 mm, minutes le week-end et c'est un mec sur lequel tu peux t'appuyer. Et
En plus de ça, tu sais qu'il est dans une démarche et dans une réflexion de performance pour le bien de l'équipe. Donc, Mm. c'est une personne sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Donc, l'évolution de ce domaine-là, il est quand même assez incroyable. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense que c'est, comme on disait un peu en intro, c'est délicat à mettre en place et je ne sais pas si on a encore trouvé la bonne mise en place pour que justement ce soit performant à la fois pour le joueur, pour le staff et pour le club. Oui, et puis vous êtes dans un sport qui s'arrête jamais en fait. Mm. Contrairement à des sports olympiques où enfin, beaucoup d'athlètes en parlent, comme Teddy Riner ou d'autres, où ils ont besoin de couper. Ils vont même changer de sport. On le voit avec Manodou qui a fait du handball ou d'autres athlètes qui vont vers d'autres sports et D'accord. qui peuvent couper pendant quelques mois et voire même quelques années. Ce qui aujourd'hui dans le foot est impossible. Ah ouais, non. Est-ce que Aujourd'hui. demain on verra des athlètes être capables de couper quelques semaines, quelques mois? Je l'espère. Mais la santé mentale explose dans le foot. Aujourd'hui, on est près à près de 40% du taux de dépressif et d'anxiété, Mm. ce qui est 2 fois supérieur à la population normale. C'est- Et je pense que ça ne fait qu'augmenter. On voit la FIF Pro qui prend ça à bras le corps. mm. Ça va faire qu'exploser. Ah ouais. C'est sûr que le football a un modèle qui fait que c'est difficile de couper. Mm. Euh, Après, la réalité, c'est que on parle du très très haut niveau, de ceux qui font les coupes d'Europe ou les compétitions internationales. Euh, Même pas forcément, hein, même au niveau national, des gens qui jouent en Ligue 2, des gens qui jouent une fois par semaine. ouais. Après, tu vois, moi, par exemple, jouer, oui, j'ai toujours eu un rythme soutenu, Mm. mais jouer une fois par semaine, tu as les quelques week-ends de Coupe de France en fin d'année qui permettent de faire tourner un peu ton groupe. Euh, Si tu fais une saison régulière, entre guillemets, sauf Mm. qu'aujourd'hui, il y a plein de playoffs, je ne sais pas si ça va revenir, etc. Mais donc, ça a rallongé un petit peu les saisons. Moi, la saison régulière, je ne l'ai jamais trouvée trop longue. Ok. Euh, Après, c'est parce que j'avais connu que ça. Donc, Ouais. quand on connaît qu'un seul truc, on s'y habitue. Mm. Euh, mais effectivement, la saison régulière où tu as tes 4-5 jours de vacances à Noël et ensuite tu as tes 4 semaines la plupart du temps ou 3 semaines l'été, moi, ça m'allait bien. Ouais. Franchement, c'était un rythme que je trouvais bien. Après, je comprends totalement que sur des clubs qui, tu rajoutes une Coupe d'Europe, tu rajoutes pour les très très grands clubs les coupes des champions, les trucs comme ça, Mm. plus les compétitions internationales pour les joueurs qui font partie de ces très grands clubs qui vont du Ouais. coup Les matchs amicaux. les matchs amicaux et tout. Là, je peux comprendre que c'est pas jouable et même si tu aménages les mecs, tu leur fais sauter un match. On a vu là dernièrement, t'avais Marquis qui avait pas joué avec le PSG, et puis ensuite, Ouais. bon, on sait très bien que ça se passe comme ça. Et c'est parce qu'ils sont obligés, parce que sinon ils seraient totalement cramés et ils se Tiennent pas. blesseraient tout de suite. Mm. Euh, je pense que effectivement, à ce niveau-là, ça devient un peu extrême. Et même si tu fais tourner ton groupe, même si tu as des joueurs qui jouent pas, le fait qu'il y ait des matchs, même pour le joueur qui joue pas, psychologiquement, il est encore accroché à ça. Et donc Ouais. là, pour le coup, on pourrait parler de fatigue mentale Mm. parce que le joueur ne coupe jamais. Il y a un match tous les week-ends, toute l'année. Donc je suis Ouais. toujours intéressé aux résultats de mon club, même si moi, je sais que j'ai 2 jours off. euh, J'imagine que c'est pas comme en entreprise où tu te dis je prends mes 2 semaines de vacances et ton ordi reste fermé et tu vois pas ce qui se passe dans l'entreprise. Ouais. Là, tu pourrais pas faire ça. C'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il va falloir repenser à un moment donné les modèles de Coupe d'Europe et de compétition internationale. Mais sincèrement, moi, en tout cas, sur une saison régulière, avec à l'époque, il y avait Coupe de la Ligue aussi. Moi, je trouvais ça sympa. Ça commençait fin d'été, ça allait vite parce que ça commençait en huitième. Ouais. Euh, Plus la Coupe de France. C'est vrai que la Coupe de France, ça peut être un peu long avec des déplacements compliqués. Mais après, le côté un match, moi, ça allait, je trouvais. Mais j'ai jamais été dans des clubs qui faisaient les Coupes d'Europe Ok. ou même les compétitions internationales. Et tu parlais de santé mentale tout à l'heure. Tu peux nous parler un peu du bachelor que tu as fait, vraiment orienté sur la psychologie des footballeurs, puisque tu es jeune retraité maintenant? Et oui, déjà, jeune retraité. Mais ouais, donc du coup, j'ai fait un bachelor pendant ma carrière Ouais. au sein de l'école Amos. Donc Ouais. c'est plutôt axé sport business, école de commerce. Et j'ai décidé de faire
mon mémoire de fin d'études de bachelor sur effectivement quelle est la place de la préparation mentale aujourd'hui en France et notamment chez le footballeur professionnel. Et c'est vrai qu'il y avait différents aspects qui en ressortaient. C'était notamment que la préparation mentale, ça veut tout et rien dire parce qu'on peut on peut à la fois parler de psychologue, de psychologue du sport, il y a les préparateurs mentaux, mais il n'y a pas vraiment de diplôme. Donc Il y a des thérapeutes. il y a des thérapeutes, il y a plein de statuts, entre guillemets, qui touchent à ce domaine-là. Euh, et donc, du coup, ça met quand même un grand fouillis. Et il y a un manque de clarté sur quel est le rôle spécifique de chaque personne. Et donc, du coup, bah, dans quel moment je fais appel à lui, dans quel moment je fais appel à elle, etc. Ça, c'était la première chose. Et après, c'était tout le côté sur le footballeur, et notamment la relation tripartite entre bah, le joueur, le club et le préparateur mental, le psychologue Mm. qui agit sur le domaine du mental où bah, c'est difficile de trouver un équilibre à trois parce que le- on pourrait partir du constat que le joueur préférerait que euh, la personne qui l'accompagne mentalement soit indépendante du club pour avoir une Mm. relation de confiance, pour pas se dire ah mais il va raconter ce que je lui ai dit au coach, etc. Et en même temps, le club aimerait avoir la main sur le préparateur mental pour être sûr que bah, le préparateur mental ne dise pas n'importe quoi aux joueurs ou que ça aille à l'encontre de l'intérêt du club. Ouais. Donc, il y avait à la fois un manque de clarté sur le rôle de chacun et surtout sur le niveau de qualification de chacun. Ouais. Et ensuite, il y avait la problématique de quel est l'équilibre finalement et comment est-ce que cette nouvelle compétence, enfin nouvelle parce qu'elle apparaît aujourd'hui, mais elle existe depuis très longtemps, comment est-ce qu'on l'imbrique au schéma qu'on connaît aujourd'hui classique de le staff médical, le staff technique, la direction, les joueurs? Et j'ai pas de réponse toute faite. T'as pas encore trouvé dans ton étude, J'ai mince. pas encore trouvé la réponse. Il y a des pistes de réflexion, évidemment, Ouais. mais ça reste un sujet, passionnant et comme on disait, ce qui est important, c'est que les clubs en ont conscience, je crois, aujourd'hui. Et, euh, et comme ce qu'on disait aussi en intro, il n'y aura pas de situation idéale. Je Mm. pense que c'est justement dans la capacité à s'adapter à son interlocuteur. On peut imaginer qu'il y ait le préparateur mental du club, mais qu'en même temps, ce Ouais. gars-là, ils te disent, si tu veux pas venir me voir, trouve-toi un préparateur mental, parle-lui de ces choses-là pour qu'il t'accompagne. Et si le joueur il préfère aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs. Je Bien pense qu'il sûr, faut garder une approche assez personnalisée pour que ça puisse fonctionner parce que on a besoin de confiance, on a besoin de volonté aussi. Il faut pas forcer le joueur à. Moi, j'ai vu des clubs qui mettaient en place des trucs. Il y avait la moitié des joueurs qui adhéraient pas. Bah, du coup, ça fonctionne pas en fait. Si le mec il a bien pas envie sûr. d'être là, il a pas envie de faire le travail, comme un exercice, hein. Si le mec veut pas faire ton exercice, il marchera pas. Mm. Donc c'est ce qui rend la tâche délicate. Ouais. Peut-être aussi, et c'est ce que moi je pense dans ce métier-là, un peu comme dans la préparation physique, où tu as des préparateurs physiques, tu as des coachs sportifs qui s'occupent aussi de la prépa physique des joueurs, tu as des ostéos, tu as des kinés, tu as des spécifiques, des thérapeutes qui s'occupent que des ventouses, certains, enfin bref, tu as une panoplie hyper large pour le footballeur. Et je pense qu'on verra la même chose demain dans la préparation mentale, où certains font appel à un hypnothérapeute, l'autre c'est peut-être de la sophrologie, l'autre c'est de la prépa mentale, l'autre c'est de la psychologie du sport, l'autre, et on verra ça forcément dans le football, où chacun ira chercher un peu le domaine de compétences qu'il cherche. Bah, c'est ça. Et c'est peut-être là où on a besoin d'un peu plus de clarté Mm. sur, bah, c'est pas juste un préparateur mental. Non, c'est, je sais pas, un spécialiste de l'imagerie mentale. Mm. Et du coup, tu fais que de l'imagerie mentale avec ce gars-là. Euh, et le fait, effectivement, de découper par outils presque de préparation mentale permettrait de voir, un- d'avoir un peu plus de visibilité et de lisibilité Ouais. sur ces métiers qui, au final, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont nouveaux pour tout le monde. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des jeunes en centre de formation qui ont ce rêve de devenir professionnel? Ce serait quoi le plus gros conseil que tu pourrais leur donner?
travailler. Ouais. Non, je plaisante. Le plus gros conseil, c'est une blague, mais à moitié. C'est ça. C'est d'être investi dans ce qu'on fait et surtout de. Je pense que l'être humain a quand même une sensibilité de savoir si ce qu'il fait est bon ou mauvais. Mm. Euh, on sait quand on fait une connerie, on sait quand on fait pas à 100%, on sait quand on fait un truc, ouais, ça passe. Pour le haut niveau, l'à peu près ne suffit pas. Ok. L'à peu près, si tu es très talentueux, oui, tu feras peut-être quelques matchs, quelques années et encore. Mais si tu veux avoir des certitudes et si tu veux te donner les moyens de performer et si tu veux aller au plus haut niveau, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Donc, c'est beaucoup de rigueur. C'est des choses assez simples et basiques, mais Mm. c'est pas évident de s'y tenir tout le temps. Mais Ouais. la rigueur, que ce soit dans le travail ou dans toute la logistique, euh, dans tous les aspects en fait qui font la vie du footballeur, c'est faire preuve de rigueur et c'est le conseil peut-être le plus basique, mais c'est Mm. celui qui marche le mieux. Super, Paul. Est-ce que tu aurais un sujet que tu aurais aimé aborder ou une question? Ah bah, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Euh, on pourrait aborder plein de choses. Non, on a déjà pas mal discuté. euh, et je vais être pris par le temps après. Ouais. Mais on Pour pourra ça, je te refaire dis. si tu veux, parce que c'est très intéressant. Ouais. Et ouais, ça pourrait être intéressant de s'attarder sur les relations entre joueurs. Ok. Parce qu'on parle souvent de relations avec le coach, avec le président, mais les relations entre joueurs, je pense que c'est un domaine très vaste parce qu'on peut à la fois parler des relations entre joueurs du même poste ou Ouais. entre joueurs à poste opposé. Et, et je pense que, ouais, je pense que ça, c'est un domaine qui mériterait d'être exploré pour comprendre les psychologies des uns et des autres. Et typiquement, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le latéral droit qui gueule parce qu'il est obligé de se taper 70 mètres de sprint parce que son ailier droit, il n'a pas fait 5 mètres à l'intérieur pour bloquer la passe. Ouais. Et comprendre les mécanismes de relation entre les uns et les autres à des postes clés, à des postes qui travaillent ensemble ou même à des postes opposés, quelle est la relation de l'arrière droit avec le milieu excentré gauche au quotidien? Mm. Est-ce qu'il y a une vraie relation liée au poste qui s'installe? Est-ce que c'est juste des affinités parce que les mecs s'entendent bien? Est-ce qu'ils ne se calculent pas parce que bah, ils bossent pas vraiment ensemble? Euh, je pense que ce serait intéressant et ce serait intéressant de les analyser également pour justement les optimiser et essayer de faire en sorte que le travail du quotidien, bah, sans en faire plus, soit de meilleure qualité. Yes. Ah bah, on pourra faire un podcast spécifique sur ça. Génial, Paul. Bah, écoute, en tout cas, moi, je continue à te suivre sur les réseaux et de suivre ton nouveau travail dans ta nouvelle société. Et puis, j'espère qu'on se reverra très vite sur un nouveau sujet là qu'on pourrait aborder ensemble. Et bah, avec grand plaisir, Pierre. Top. Avec grand Merci plaisir. à toi, Paul. À très Merci vite. de ton temps.